Donc le troisième facteur de maturation qui intervient dans la maturation de l'ARN messager, c'est le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène d'épissage, ou bien splicing. Donc ce phénomène d'épissage, il consiste en l'élimination de toutes les séquences introniques du transcrit primaire. Donc ça élimine toutes les séquences introniques. Bien. Donc lors de l'épissage, vous avez des éléments qui jouent un rôle important euh, lors de ce phénomène. Donc vous avez la région 5' de la jonction exon-intron, la région 3' de la jonction intron-exon et le site de branchement du lasso. Donc sur le schéma suivant, là vous avez la région 5' de la jonction entre l'exon 1 et l'intron. Vous avez ici la région 3' qui correspond à la jonction entre l'intron et l'exon suivant, c'est-à-dire l'exon 2, et vous avez le site de branchement ici. Donc ce sont les régions principales, si vous voulez, pour effectuer l'épissage. Donc le mécanisme d'épissage, il se passe en deux étapes. Et chaque étape, elle est divisée en deux sous-étapes. Donc, ces étapes de transestérification nécessitent la présence de séquences d'ARN qu'on appelle SN-ARN, plus des protéines, associées à des protéines. Ces ARN, ce sont des petites séquences d'ARN associées à des protéines et ils forment ce qu'on appelle les SNRNP, donc, qui sont riches en uracile. On trouve U1, U2, U3, U4, U5 et U6. Donc là, je vais vous montrer là, voilà U1, U2. Donc c'est de l'ARN avec des protéines associées U4, U6, U5, etc. Donc ce sont des ARN qui sont nécessaires lors de l'épissage. Donc la première étape de cette excision-épissage, c'est-à-dire du splicing. Cette première étape est divisée, comme j'ai dit tout à l'heure, en deux sous-étapes. La première sous-étape, c'est lorsque l'ARN U1 s'hybride au niveau du site donneur de l'ARN messager. Cette hybridation se fait par homologie de séquences. Donc là, vous avez U1 qui va s'hybrider avec le site donneur. Ici, c'est le site donneur. Et là, vous trouvez le site accepteur. D'accord? Donc, l'ARN U1 qui va s'associer par homologie. Et ensuite, vous avez la deuxième sous-étape, c'est l'ARN U2 qui va se fixer au niveau du site de branchement. Donc, vous avez U2 qui vient se fixer, donc c'est l'ARN bleu ici, U2, qui vient se fixer au niveau du site de branchement. Et l'extrémité 5' libérée du site donneur, il va subir une liaison phosphodiester avec le 2'OH de ribose de l'adénosine du site de branchement. Donc voilà. Donc là, vous voyez le site donneur. Le site donneur, je vais vous le montrer ici. Voilà. Ce site donneur-là qui va se fixer sur cette région. Le site donneur-là, il va se fixer sur cette région-là et il va donner la formation d'un ce qu'on appelle un lasso. Il y a l'association de l'ARN U4 et U6 et l'ARN U5 qui va se fixer au niveau du site accepteur. L'association U4, U6 et U5 qui va se fixer sur le site accepteur. Voilà. Donc là, ça correspond à la deuxième sous-étape de la première étape, bien sûr. Donc, ensuite, on arrive à la fin de la première étape, il y a formation de ce qu'on appelle un lasso. Ensuite, on passe à la deuxième étape. Donc, dans la deuxième étape, il y a une réaction
de transesterification, pardon, qui va entraîner la ligation. Je vais m'arrêter là pour reprendre la deuxième étape. Voilà, je reprends. Donc, pendant la deuxième étape, il y a formation d'un splésosome qui fait que l'extrémité 3'OH libre de l'exon se trouve en face du site accepteur. Ici, 3'OH libre, cette région 3'OH libre. Je vais redire. Ouais. Reprendre une autre fois. 1, 2, 3. Donc dans la deuxième étape, il y a formation de ce qu'on appelle un splésosome qui fait que l'extrémité 3'OH libre de l'exon se trouve en face du site accepteur. Donc, et il y a une seconde réaction de transestérification qui va entraîner la ligation, bien sûr, de cette extrémité 3'OH à l'extrémité 5' de l'exon suivant. Donc là, vous avez une ligation entre l'extrémité 3'OH de l'exon 1 avec l'extrémité 5' de l'exon suivant. La ligation, donc, comme ça, vous aurez l'exon 1 qui est lié à l'exon 2. Voilà. Donc là, vous avez liaison des exons. Bien sûr, ça correspond à la deuxième étape. Le raccord des deux exons et la libération de l'introns sous forme de lasso. Donc le l'intron, il est ici libéré sous forme de lasso. Ligation des deux exons et libération de l'intron sous forme de lasso, et ça correspond à la deuxième étape. Voilà. Donc la régulation de l'expression d'un gène peut se faire à des différents niveaux et il peut impliquer différentes parties du gène. Il peut y avoir un contrôle de la transcription qui permet d'aboutir à la maturation de l'ARN, un contrôle post-transcriptionnel tel que le transport de l'ARN messager du noyau vers le cytoplasme. Et cette régulation de l'expression d'un gène, il permet aussi de l'efficacité de la traduction de ce gène, du gène en question, et de sa localisation cellulaire ainsi que sa stabilité. Donc les interactions, ils peuvent exister entre la coiffe, la séquence codante et la queue poly A, comme ils peuvent exister des interactions lors de la régulation par la coiffe et la queue poly A. Il y a des régulations qui se font par la région 5' UTR, d'autres qui se font par la région 3' UTR. Donc retenez que les séquences 5' UTR et 3' UTR sont très importantes pour la stabilité et la localisation des messagers. Et ils interviennent aussi dans l'efficacité de la traduction d'un message. Donc ici, vous avez un tableau qui présente les principaux types d'ARN qui sont produits par la cellule. Donc vous avez ce qu'on appelle les ARN messagers qui codent pour des protéines, mais vous avez aussi d'autres types d'ARN qui sont en fin de compte des produits terminaux de l'expression d'un gène. C'est-à-dire un gène, il s'exprime pour donner de l'ARN ribosomal. Il ne va pas donner de protéines après. Un gène, il s'exprime, il y a des gènes qui s'expriment pour donner l'ARN de transfert. Et chaque ARN, bien sûr, vous avez d'autres petites molécules d'ADN aussi qui peuvent être, bien sûr, synthétisées à partir du DNA correspondant. Tous ces types d'ARN, ils ont leur fonction bien précise et bien déterminée. Donc ici, par exemple, vous trouvez les small nuclear RNA dont on a parlé tout à l'heure, si vous vous rappelez, U1, U2, U3, U4, U5, qui étaient associés à des protéines et qui jouent un rôle dans le splicing du pré-mRNA. Donc, c'est-à-dire qui jouent un rôle, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans
l'épissage de l'ARN, du précurseur de l'ARN messager. Donc, ensuite, une fois l'ARN subit la maturation et on obtient un ARN messager mature qui a subi le capping, la polyadénylisation et l'épissage. Donc cet ARN messager va être exporté vers le cytoplasme où il va subir sa traduction. Voilà. Donc là, une autre fois, une comparaison entre l'expression d'un gène chez les eucaryotes et avec l'expression chez les prokaryotes. Donc la première des choses, bien sûr, c'est que, comme vous le voyez ici, le gène chez les eucaryotes, il est morcelé. Il y a des intrants et des exons. Par contre, chez les prokaryotes, le gène, il est formé par la partie qui va s'exprimer. En fait, ce sont l'équivalent des exons. Donc là, vous voyez que la transcription se fait dans le noyau, qui va me donner un précurseur d'ARN messager qui va subir des modifications post-transcriptionnelles, le capping, poly-A et l'épissage, pour me donner un ARN messager mature. Et cet ARN messager mature va être exporté dans le cytoplasme pour subir la traduction et me donner la protéine correspondante. Chez les prokaryotes, comme vous le voyez, la transcription et la traduction se passent dans le même compartiment. Donc, lors de la traduction, donc vous savez qu'on a besoin d'ARN de transfert, on a besoin de ribosomes, en plus, bien sûr, de l'ARN messager qui sera traduit. Donc, l'ARN de transfert, il est codé par un gène qu'on appelle gène ARN de transfert. Donc, c'est le gène qui va être transcrit en ARN de transfert. Il y a d'autres gènes dans nos cellules et dans nos chromosomes qui vont coder pour l'ARN ribosomal. Et vous avez des gènes qui vont coder pour les protéines ribosomales. Donc, comme vous le remarquez ici, le produit terminal, c'est la protéine ribosomale de cette expression génétique, c'est la protéine ribosomale. Le gène qui code pour la protéine ribosomale va donner de l'ARN messager, transcription, et ensuite par traduction, cet ARN messager va donner la protéine ribosomale. Par contre, les gènes ARN de transfert, ARN ribosomal, ils nous donnent comme produit final, donc soit l'ARN de transfert, soit l'ARN ribosomal. Donc cet ARN-là, c'est le produit final de l'expression du gène. Par contre, ici, le produit final de l'expression de ce gène, c'est la protéine ribosomale. Donc là, c'est une comparaison de la structure des ribosomes chez les prokaryotes et chez les eucaryotes. Comme vous le voyez, il y a une différence de densité. Ici, chez les prokaryotes, les ribosomes ils sont à 70 S. Chez les eucaryotes, les ribosomes ils sont à 80 S. Bien sûr, dans les deux cas, les ribosomes ils sont constitués d'une grande sous-unité et d'une petite sous-unité. Elle est de 60 S, la grande sous-unité est de 60 S chez les eucaryotes et la petite sous-unité elle est de 40 S. Et chaque sous-unité, bien sûr, elle est composée d'ARN ribosomal et de protéines. La grande sous-unité 60S des eucaryotes est composée d'ARN ribosomal 5S, 28S et 5,8S, en plus de protéines, d'une cinquantaine de protéines ribosomales. La petite sous-unité eucaryotique, elle est composée d'ARN ribosomal 18S, en plus d'une trentaine de protéines. Voilà. Donc là, vous avez toujours le ribosome chez les eucaryotes avec la grande sous-unité, la petite sous-unité et la grande sous-unité. Et dans chaque sous-unité, bien sûr, vous avez de l'ARN et vous avez des protéines, l'ARN ribosomal et des protéines. Notez bien que le noyau joue un rôle très important dans l'expression génétique chez les eucaryotes.
D'une part, il contribue à la stabilité du génome, puisqu'il maintient tout le matériel génétique dans le noyau, dans l'organique nucléaire. Un autre intérêt du noyau, et un grand intérêt, c'est qu'il y a chez les eucaryotes une séparation entre la transcription et la traduction. Donc cette séparation entre la transcription et la traduction, elle permet d'éviter la traduction des ARN messagers non épicés. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé de la maturation d'ARN messager. Et suite à cette maturation, et lorsque l'ARN messager va quitter le noyau, il y a à ce moment-là la traduction qui va débuter. Mais supposez que vous n'avez pas de noyau, donc c'est-à-dire que avant que la maturation de l'ARN messager ne se termine, il peut y avoir un début de traduction. Donc la traduction sera couplée à la transcription. Et par conséquent, cela pourra produire des protéines non fonctionnelles. Ces deux événements-là, s'ils se font en même temps, donc je peux avoir des protéines non fonctionnelles. C'est pour cela que le noyau, il joue un rôle très important parce qu'il sépare les deux événements, donc c'est-à-dire la transcription et la traduction. Et le noyau aussi, il joue un rôle très important dans la régulation d'événements cellulaires parce qu'il contrôle l'accès des facteurs de transcription. Vous savez que dans le noyau, vous avez des facteurs de transcription. Euh, je veux dire, lors de la transcription, vous avez l'intervention de beaucoup de facteurs qu'on appelle des facteurs de transcription pour assurer, bien sûr, la transcription de l'ADN en ARN. Donc, beaucoup de facteurs et bien sûr, ces facteurs-là, ils ne vont pas assurer la transcription en même temps. Donc, ils se fixent avec des ordres bien déterminés et ils interviennent à des moments bien déterminés. Donc, et grâce au noyau, on a un contrôle d'accès de ces facteurs de transcription. Donc, ça joue un rôle très important dans la régulation d'événements cellulaires. Voilà. Donc, le noyau, il est très important et cette structure nucléaire, elle est très importante lors de l'expression d'un gène. Donc là, lors du mécanisme de la traduction, donc vous avez trois composantes principales qui doivent exister, bien sûr. Il y a tout d'abord l'ARN messager qui va être traduit. Vous avez en plus l'ARN messager, vous devez avoir des ribosomes avec leur grande sous-unité et la petite sous-unité et la grande sous-unité. Et vous avez bien sûr l'ARN de transfert avec l'acide aminé correspondant. Donc, tout ça est nécessaire pour avoir bien sûr la traduction, pour démarrer la traduction, en plus des facteurs d'initiation bien sûr de la traduction dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Donc, comme pour la transcription, lors de la traduction, vous avez une étape d'initiation de la traduction. Donc, le démarrage de la traduction nécessite un ensemble de réactions qui permettent l'assemblage des macromolécules, des principales macromolécules qui interviennent dans ce phénomène. Donc, vous avez la petite sous-unité du ribosome, l'ARN de transfert initiateur, l'ARN messager. Il y a plusieurs protéines qu'on appelle des facteurs d'initiation de la traduction. Et vous avez la grande sous-unité du ribosome. Tout ce matériel-là, toutes ces macromolécules vont être impliquées dans l'initiation de la traduction. L'initiation, bon, ici vous avez les facteurs d'initiation de la transcription, les différents facteurs d'initiation de la transcription. Donc, comme vous le voyez, ils sont tous marqués par EIF, Eukaryotic Initiation Factors. Donc, il y a différents facteurs et chaque facteur, il a sa fonction, il a son rôle dans l'initiation de la traduction. Donc, par exemple, vous avez le 1A ici qui se lie à la sous-unité 40S.
Vous avez ici, par exemple, le 6 qui se lie et stabilise la sous-unité 60S, etc. Donc, vous avez bien sûr plusieurs facteurs qui qui ont des rôles différents, si vous voulez, dans l'initiation de la transcription. Donc ici, vous avez cette initiation de la transcription, il a lieu en 3 étapes. Donc la première étape, c'est la formation du complexe ribosomal 43S. Donc sur la sous-unité 40S, vous avez implication et association de cette sous-unité avec des facteurs d'initiation de la transcription pour donner un complexe ribosomal, on l'appelle complexe ribosomal 43. La deuxième étape de pré-initiation, c'est la formation, correspond à la formation du complexe de pré-initiation 48S, c'est-à-dire sur le complexe ribosomal 43S, vous avez association de la et implication d'autres facteurs d'initiation, entre autres le facteur 4F ici, comme vous le voyez, qui va bien sûr s'associer à la coiffe de l'ARN messager et vous aurez une formation du complexe de pré-initiation 48. La troisième et la dernière étape de la formation de ce complexe, c'est l'addition de la sous-unité 60S sur le complexe 48S. Donc, cette addition de la sous-unité ribosoma 60S va vous donner un complexe d'initiation 80S. Donc, une fois l'initiation, les facteurs d'initiation, ils sont assemblés, donc l'élongation, elle peut démarrer. Donc, la deuxième étape lors de la traduction c'est l'élongation. La deuxième étape de la traduction chez les eucaryotes est l'élongation. Donc, le code génétique est traduit en deux étapes. Il y a une première étape où vous avez la reconnaissance entre l'ARN de transfert. Donc la première étape correspond à la reconnaissance entre l'ARN de transfert et l'acide aminé correspondant. Donc cette étape-là, elle est réalisée grâce à l'enzyme aminoacyle ARN de transfert synthétase. C'est une enzyme qui couple un acide aminé à l'ARN de transfert correspondant. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez l'acide aminé, ici vous avez l'ARN de transfert, et là vous avez l'enzyme aminoacyle tRNA synthétase. Ici, c'est par un ensemble de réactions, on arrive à coupler l'aminoacide à l'ARN de transfert correspondant. On obtient aminoacyle tRNA, voilà, l'ARN de transfert avec l'acide aminé correspondant. La deuxième étape, c'est la reconnaissance, ARN de transfert, ARN messager. Donc, il y a cette reconnaissance et se fait grâce à la formation de liaisons hydrogènes entre l'anticodon de l'ARN de transfert et le codon approprié sur l'ARN messager. Voilà, vous avez ici le schéma de ces liaisons hydrogènes, ils sont là. La reconnaissance entre le codon et l'anticodon, le codon de l'ARN messager et l'anticodon. Et vous avez ici, bien sûr, l'ARN de transfert qui est couplé à l'acide aminé correspondant. Donc, tout ça, cette traduction nécessite bien sûr des ribosomes, la présence de ribosomes, parce que c'est grâce à la translocation des ribosomes qu'on a la synthèse d'un peptide. Donc, chaque ribosome comprend un site de liaison pour l'ARN messager et 3 sites de liaison pour l'ARN de transfert. Donc, les sites de liaison, ici vous avez en rose, vous avez le ribosome avec sa petite sous-unité ici et la grande sous-unité. Donc la petite sous-unité
elle présente un site de liaison pour l'ARN messager et la grande sous-unité, elle présente 3 sites de liaison pour l'ARN de transfert, le site E, P et A. A pour amino-acyl, P pour peptidyl et E pour excite. Donc, avant la formation de la liaison peptidique, le site P, donc que vous avez ici, il contient le peptidyl ARN de transfert du codon N. Ensuite, ici, l'aminoacyl ARN de transfert entre dans le site A, d'accord, du codon N plus 1. Voilà. Et ensuite, vous avez la formation d'une nouvelle liaison peptidique, ce qui entraîne le transfert du polydipeptidyl ARNT du site P vers l'aminoacyl ARN de transfert au site A. Donc, le site P il est là et le site A il est là. Ensuite, il y a une translocation du ribosome, donc la translocation, et cette translocation du ribosome déplace le ribosome d'un codon, c'est-à-dire placer ce qui permet de placer le peptidyl ARN de transfert dans le site P. Et l'ARN de transfert déacylé, il va quitter le ribosome en passant par le site E, E comme excite. Donc le site A, il sera libéré pour accueillir un nouveau ARN de transfert. Donc l'ARN de transfert qui va intégrer le site A dans le codon N plus 2. Voilà. L'étape suivante dans ce phénomène de traduction, c'est la terminaison de la traduction elle-même. Donc, suite à la présence, ou bien la reconnaissance d'un codon stop, cette traduction va s'arrêter et il y aura une dissociation de l'ARN de transfert, l'ARN messager et les ribosomes. Voilà. Donc là, vous avez un schéma qui rassemble les facteurs et les étapes de traduction chez les eucaryotes. Comme vous le voyez, il y a une étape d'initiation, une étape d'élongation et une étape de terminaison. Dans l'étape d'initiation, il y a formation d'un complexe 43S, puis un complexe 43S, puis un complexe 80S. Tout ça, il fait intervenir des facteurs d'initiation de la traduction. Donc, vous avez un ensemble de facteurs que vous voyez ici qui interviennent dans donc là, c'est-à-dire lors de la formation du complexe 80S, vous avez le facteur 5B qui va être impliqué avec la sous-unité 60S et vous avez une dissociation de tous ces facteurs-là. Notez bien que ces facteurs-là, ce sont les facteurs qui sont intervenus dans l'initiation de la traduction. Voilà. Donc, vous avez une étape d'élongation. Donc, dans l'étape d'élongation, bien sûr, vous avez bien sûr l'implication de l'ARN de transfert avec l'acide aminé correspondant, là, et formation, bien sûr, de liaison peptidique afin d'obtenir un peptide avec plusieurs acides aminés. Ensuite, suite à la présence d'un codon stop sur l'ARN messager et en présence de la protéine, du facteur de terminaison ERF, vous avez un arrêt de la traduction et bien sûr une dissociation de toutes les unités
de toutes les composantes qui étaient présentes lors de la traduction, notamment la dissociation entre la grande sous-unité et la petite sous-unité ribosomale. Donc, notez bien que la régulation de la traduction, elle peut se faire au niveau de la coiffe, elle peut se faire aussi au niveau de la séquence IRS. D'accord? Il y a plusieurs niveaux où la traduction, où la régulation de la traduction peut se réaliser.